On va passer à la deuxième table ronde, si vous le voulez bien, sur un thème tout à fait ciblé qui concerne le troisième âge, les seniors, en tant qu'usagers de la route, qu'il s'agisse de conducteurs de voitures ou de piétons. C'est un sujet qui est un peu tabou, parce que il est mis un peu sous le tapis. On n'en parle pas très très volontiers dans les instances responsables politiques, ministérielles. Et c'est pourtant quelque chose de très très important. Pour en parler, le docteur Marie-Laure Seux, bonjour. Vous êtes médecin gériatre, responsable de l'hôpital de jour d'évaluation gérontologique à l'hôpital Broca. Et Christophe Ramon, bonjour. Vous êtes directeur études et recherches de l'association Prévention routière. Alors c'est clair, les chiffres de l'INSEE sont absolument vérifiables et vérifiés. Il y aura en France 20 millions de personnes qu'on va appeler seniors de plus de 60 ans en 2030. 2030, c'est demain. Donc la France vieillit. Les équipements de la route, s'ils sont mal entretenus, mal visibles, sont de moins en moins adaptés au déplacement des conducteurs âgés ou des piétons âgés. Il devient donc tout à fait urgent d'adapter cette signalisation à la France de demain et de se préoccuper des conditions de mobilité de nos aînés, de leur sécurité dans tous leurs déplacements et aussi dans les régions les plus reculées qui sont peut-être celles qui sont les moins avantagées du point de vue budgétaire. Souvent, les aînés, les seniors n'ont que ce lien de déplacement et que leur voiture pour préserver d'une part leur autonomie et éventuellement le lien social. Donc il est nécessaire de favoriser tout ce qui peut aider à maintenir la mobilité des seniors et adapter bien sûr les équipements de la route, tous les équipements de la route à leur usage spécifique en tenant compte de la dégradation de leur perception visuelle, du ralentissement de leurs réflexes. Alors j'allais, pour introduire cette table ronde, m'adresser à vous, docteur Marie-Laure Seux. Quelles sont concrètement les conséquences du vieillissement de la personne humaine dans le déplacement, la perception qu'on peut avoir des dangers, des obstacles, et la façon qu'on peut avoir de comprendre et de percevoir les signalisations routières? Alors, l'une des problématiques des personnes âgées, c'est qu'elles ont déjà des diminutions des sens, que ce soit la vue ou l'audition. Il existe beaucoup de pathologies visuelles différentes qui peuvent altérer, que ce soit les glaucomes, les cataractes, je ne vais pas vous détailler tout ça. Et actuellement, les personnes âgées consultent assez rarement leurs ophtalmos, parce qu'il y a de moins en moins d'ophtalmos. Et donc, nous qui évaluons systématiquement l'acuité visuelle de nos patients, assez régulièrement, je leur explique qu'ils ont une acuité visuelle à 4 dixièmes, une acuité visuelle de loin à 4 dixièmes, et que par conséquent, en théorie, c'est une contre-indication à la conduite automobile. Ils sont en général très surpris et il suffit à ce moment-là de mettre en place une correction adaptée. On aborde avec eux un petit peu les différentes choses qui peuvent mettre en danger leur sécurité sur la route, mais il faut quand même avoir en tête que 50% des piétons qui sont tués sur la route ont plus de 75 ans. Donc vouloir leur supprimer la voiture, c'est quelquefois les mettre davantage en danger sur la route. On évoque avec eux aussi tout ce qui peut mettre en jeu leur sécurité quand ils conduisent, puisque la conduite automobile, ça dépend déjà de leur savoir-faire. Quand ils ont une très grande ancienneté de conduite, ils savent en général assez bien conduire, mais ils ne savent pas forcément s'adapter aux nouvelles réglementations de la route. Après ça, ils peuvent, à cause de leur déficience visuelle, de leur temps de réaction qui sont augmentés, soit à cause du vieillissement, soit à cause des médicaments qu'ils prennent, ils peuvent avoir du mal à percevoir les informations, à traiter les informations et à réagir de façon adaptée. C'est toute la problématique, par exemple, des accidents qui surviennent dans le tourner à gauche, où ils n'ont pas signalé qu'ils allaient tourner, où ils n'ont pas bien regardé parce que leur cou tournait mal, donc ils n'ont pas bien vu l'angle mort, ils n'ont à ce moment-là pas vu la moto qui arrivait. Donc tout ça, il faut en parler avec eux, et il faut en parler librement, sans tabou, sans leur faire peur, sans leur dire qu'on va obligatoirement leur enlever le volant. Il faut leur expliquer que quand même, il y a des réglementations qui ont changé depuis qu'ils ont passé le permis il y a 60 ans, et que peut-être qu'une heure de conduite automobile avec un moniteur d'auto-école pourrait permettre de vérifier leur aptitude. Il faut savoir que nous sommes aussi quelquefois amenés à rencontrer des patients dont on a de grandes chances de penser qu'ils ne doivent pas conduire. Tous les gens qui ont des problèmes cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, en théorie, ne doivent pas conduire. Et là, les médecins sont assez démunis parce qu'en fait, on ne peut pas les signaler à la commission préfectorale
qui, elle, est la seule amenée à juger de leur aptitude. Donc c'est souvent un travail qu'on doit faire avec l'entourage des patients. Et le dernier élément qui est important à prendre en compte, c'est que la conduite automobile, ce n'est pas tout ou rien. C'est-à-dire qu'en vieillissant, la plupart des personnes savent pertinemment adapter leur conduite automobile, et si elles ont besoin de sortir quotidiennement ou presque pour faire leurs courses ou pour aller voir le médecin, elles vont réduire beaucoup de sorties, en particulier tout ce qui concerne les visites amicales ou toutes les activités de loisirs. Et donc elles font à ce moment-là un nombre de kilomètres très limité. Elles évitent de conduire la nuit, elles évitent de conduire aux heures de grande circulation, et c'est ce que nous les encourageons à faire. Mais c'est sûr que si les équipements de la route et les équipements automobiles peuvent les aider à conduire, en facilitant les choses, en ayant des panneaux mieux visibles, en ayant des circulations qui sont bien conçues et pas faire comme quand on va de la gare Montparnasse à la gare d'Austerlitz à Paris, où il faut s'adapter à des types de voies totalement illogiques, en tout cas dans la continuité. Je pense que c'est un travail qu'on doit tous faire ensemble. Christophe Ramon, à la prévention routière, dans quelle situation les personnes âgées se retrouvent-elles en difficulté, spécifiquement en tant que piéton ou en tant que conducteur automobile ? Tout d'abord, comme le dit le docteur Seux, c'est que les seniors sont expérimentés. Ils ont un long passé de conducteur, ils connaissent bien les situations à risque. Donc en général, effectivement, ils prennent moins de risques. Et ça se voit dans les statistiques, d'ailleurs, ils ont moins d'accidents, en partie. Ils roulent moins aussi, hein. Ils roulent du beaucoup fait moins. qu'ils roulent moins, bien sûr, et qu'ils évitent des situations dangereuses, par exemple, conduire la nuit ou emprunter des axes à grande circulation. Cela dit, ils éprouvent plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est rencontrer des situations complexes. Par exemple, un carrefour à grande circulation qu'il faut traverser. Donc là, ils ont du mal à prendre l'information correctement et à prendre la décision dans un temps rapide. Ils sont aussi sensibles au stress. Si dans ce même carrefour, il y a un conducteur derrière qui klaxonne parce qu'il ne traverse pas assez vite, ils vont être tentés de prendre des risques. Et donc, on va les retrouver dans des accidents où leur responsabilité est souvent mise en jeu, mais du fait de ces différents facteurs qui sont liés à l'infrastructure, mais aussi liés aux autres usagers qui les tolèrent difficilement. Docteur Seux, en quoi la signalisation routière, je pense notamment à la signalisation verticale, les panneaux, peuvent-ils aider utilement les seniors ? Est-ce qu'on peut penser à des types de signalisation qui sont vraiment orientés pour aider les personnes en ralentissement cognitif à prendre conscience des choses, à décrypter les dangers de la route, à mieux réagir au cas où un événement se produit ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? L'une des conséquences du vieillissement sur la vision, c'est qu'on voit très mal les contrastes. Donc je pense qu'il y a un travail important à faire déjà sur la vision des panneaux et avoir des panneaux qui soient extrêmement bien contrastés. Ce qu'on voit quand les panneaux vieillissent, c'est que les couleurs s'estompent et ça manque beaucoup de contraste. Après, il faut pouvoir anticiper aussi, parce que le temps de réaction étant plus lent, il faut que la distance à laquelle on va voir le panneau doit laisser le temps de réagir. Donc il faut peut-être anticiper. Après, je pense qu'il faut aussi savoir que quand il y a des travaux ou des choses qui vont modifier les itinéraires, les personnes sont très habituées à leurs itinéraires et elles vont avoir beaucoup de mal à s'adapter. Donc, effectivement, nous, on essaye aussi de former les personnes âgées à utiliser des GPS, à avoir des voitures équipées de GPS et à savoir utiliser les GPS. Parce que ce n'est pas une utilisation forcément très facile. Mais le GPS, ça ne va pas introduire une perturbation dans la conduite automobile pour ces personnes qui ont quand même une capacité cognitive, réactive, un peu en déficit ? Si elles ont une capacité cognitive altérée au point de ne pas être capables d'utiliser un GPS, clairement, il ne faut pas qu'elles conduisent. Non, mais pas au point de ne pas utiliser le GPS, mais au point d'être plus perturbé qu'un conducteur ou qu'une conductrice en pleine force de l'âge par rapport à un nouvel outil qui se greffe en facteur supplémentaire de perturbation de l'attention vis-à-vis de la route. Non, si le système est bien conçu et surtout si la personne a été entraînée à l'utiliser, d'où l'intérêt des séances avec des moniteurs d'auto-école, par exemple, pour apprendre à utiliser son propre véhicule éventuellement, ça peut être quelque chose qui va éviter aux personnes d'hésiter sur les itinéraires. On voit quelquefois à certains embranchements des personnes qui hésitent sur la direction à prendre. Si on peut les aider en ce sens, peut-être qu'on éviterait quelques difficultés. Mais
il y a un autre sujet aussi qu'on n'a pas abordé, c'est tous les problèmes d'agressivité au volant qui sont quand même rencontrés régulièrement. Et l'attitude de l'ensemble des usagers vis-à-vis d'une personne âgée qui va trop lentement sur la route va quelquefois induire effectivement, comme le disait mon voisin, du stress qui va générer après d'autres difficultés. Ça veut dire que vous trouvez que certains automobilistes sont parfois impatients ? je reviens un peu en arrière sur ce que vous disiez. Un panneau de la route qui n'a pas assez de contraste, dont les teintes sont un peu effacées, ou sur lequel il y a de la mousse parce qu'on est dans une région humide, va être moins bien perçu par une personne âgée. Ça, c'est clair pour vous? Ça, c'est clair. Il y a aussi des couleurs qui se voient moins, mais par exemple, le rouge sur blanc ne se voit pas. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de... À part les sens interdits, je ne vois pas quels sont les... Il y a pas de... C'est pris en compte, je pense, déjà dans les panneaux qui... C'est plutôt blanc sur rouge, le sens interdit. Oui. Enfin, oui. Ça dépend dans quel sens on se place. Est-ce que la lisibilité du message véhiculé par les panneaux pourrait être améliorée pour une meilleure compréhension immédiate, spontanée, sans effort? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider notamment les seniors? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des panneaux, notamment des panneaux d'indication, d'orientation routière pour des croisements qui arrivent dans les dizaines de mètres qui suivent, qui sont d'une certaine complexité? Est-ce qu'on ne peut pas penser dans la façon d'envisager, de créer de nouveaux panneaux à des simplifications, à des choses plus claires en termes de délivrance de messages? Probablement, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait que la sécurité des personnes âgées au volant soit une préoccupation déjà des pouvoirs publics pour qu'il y ait effectivement des personnes qui réfléchissent quand on fait le design des panneaux à ces difficultés en prenant des experts de la vue et de l'interprétation du langage, etc. En général, ce sont les ergothérapeutes qui se préoccupent de ce sujet-là. Donc, il faudrait qu'effectivement, ils soient intégrés quand on conçoit des nouveaux panneaux. Après, l'une des choses aussi, c'est que quand il y a des nouveaux panneaux, il faut former les personnes à la connaissance de ces panneaux. Il y a quand même eu ces dernières années des nouveaux panneaux pour les itinéraires partagés en particulier, qu'à mon avis, un grand nombre de mes patients âgés dont ils ne connaissent pas la signification. Là, c'est effectivement la formation. Une sorte de formation continue du conducteur et des conductrices. Oui. Christophe Ramon, vous, à la prévention routière, vous songez à une simplification ou une plus grande précision bien ciblée de la signalisation verticale pour une plus grande lisibilité par tous, y compris par les seniors? Déjà, l'association Prévention Routière propose des journées d'actualisation du code de la route. Donc on fait environ 1000 séances par an. On voit 30 000 seniors. Donc déjà, effectivement, il y a de nouveaux panneaux, il y a de nouvelles règles de circulation. C'est important de faire le point sur le sujet et d'avoir les bons conseils, par exemple, pour en emprunter un rond-point. Ça reste un aménagement nouveau pour les seniors. Ensuite, sur les règles d'aménagement, je pense que ce n'est pas uniquement une question de panneaux, c'est aussi la prise en compte des seniors dans tous leurs modes de déplacement. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, on a des rues qui ne sont pas accessibles. Oui. On a des transports en commun qui ne sont pas accessibles. Finalement, le mode de transport le plus accessible, c'est la voiture. Donc il y a aussi à travailler à la fois sur les aménagements en ville, sur les transports en commun, mais aussi sur l'aménagement de la voiture pour que l'accès au poste de conduite soit facile et puisse être réglé pour que le senior ait le moins d'angles morts possible et plus de facilité à conduire. Après, il y a des conseils aussi sur les équipements du véhicule. Vous avez parlé du GPS. Donc c'est bien, mais il faut commencer tôt. Il ne faut pas commencer à 80 ans. Il faut commencer dès 60 ans à commencer à conduire avec un GPS, mais aussi avoir recours, par exemple, à une voiture avec une boîte de vitesse automatique. Voilà. Donc si on commence tôt, si on se remet en question autour de 60, 65 ans, qu'on fait le point et qu'on adapte sa conduite ensuite à ses capacités, ça va bien se passer. Et vous avez le sentiment, dans les prises de parole de nos responsables politiques, ministériels, ceux qui sont tout à fait impliqués dans la sécurité routière, que la cause des seniors est suffisamment prise en compte, qu'on se dit, voilà, il y a une population spécifique, avec des faiblesses spécifiques, avec sans doute des besoins spécifiques. Si on améliore cela, on évite un certain nombre d'accidents concrètement dans la rue et sur la route. Est-ce que c'est assez pris en compte? Alors, au niveau politique, il y a deux niveaux. Il y a le niveau départemental, où il y a une vraie prise en compte des seniors
seniors, notamment la création de transport à la demande, mais aussi ils vont financer des actions de sensibilisation pour les seniors. Et puis après, au niveau national, où là, vraiment, le débat fait toujours le focus sur la visite systématique médicale pour les seniors. Et voilà, donc c'est un peu la caricature au niveau national. Pour vous, c'est réducteur. Voilà, c'est très réducteur, alors qu'il y a énormément de choses pratiques à mettre en œuvre pour faciliter à la fois la mobilité et la sécurité des seniors. Vous, docteur Seux, vous êtes d'accord que cette focalisation sur uniquement le permis de conduire et on devrait, s'occupant des seniors au volant ou comme piétons, élargir le champ des visions, des réflexions et des décisions au niveau politique? Moi, j'en suis convaincue parce que de toute façon, il y aura de plus en plus de personnes âgées, il y aura de plus en plus de personnes âgées qui auront besoin de se déplacer. On est en train de parler de nous dans quelques années, quand même. Et il est important qu'on puisse s'adapter et savoir aussi que de toute façon, un jour, on se déplacera quand même sans voiture, en tout cas dans les zones urbaines. Il y a des villes où progressivement la voiture va être amenée à disparaître des centres-villes. Donc il faut aussi qu'on accompagne les personnes vieillissantes vers d'autres modes de mobilité. Et ça me paraît important effectivement qu'on le prenne en compte sans avoir après d'a priori, parce que moi j'ai toujours été frappée dès qu'une personne qui est au moins octogénaire a un accident de voiture, dans les rubriques chien écrasé, on va vous parler de l'accident, mais en vous précisant l'âge du conducteur. On ne le ferait pas pour quelqu'un qui aurait 20 ans de moins. Donc, intuitivement, on perçoit bien qu'il y a un problème spécifique, mais on stigmatise sans dire pourquoi et sans apporter de solution réelle. En tout cas, c'est clair, le vieillissement de la population française est en cours. La part croissante des seniors dans la population est une réalité prochaine. Et pour répondre à cet enjeu, au-delà de la sécurité routière, mais même de société, il y a deux propositions du syndicat des équipements de la route, deux propositions tout à fait concrètes. D'abord, organiser une opération nationale de remplacement de la signalisation routière installée sur le territoire français depuis plus de 20 ans, ne serait-ce que parce que certains panneaux sont partiellement en mauvais état, partiellement effacés. Vous l'avez entendu, manque de contraste pour être bien perçu par l'œil de la personne âgée. Et puis créer une commission, alors pas pour le plaisir de créer une commission supplémentaire, mais vraiment un organisme de prise en compte et de concertation et de réflexion sur les seniors et la sécurité routière, une commission qui soit évidemment pluridisciplinaire au sein du Conseil national de sécurité routière, le CNSR, qui, lui, existe déjà. Voilà pour ce qui est de la prise de parole de nos intervenants. Est-ce que dans l'assistance, vous avez des questions sur les conditions de sécurité routière ou de sécurité de l'usage de la route, même en tant que piéton, de la part des personnes âgées? La part importante des seniors dans l'accidentologie en tant que victime, ça pose question à la société. Et en plus, elle est tirée vers le bas par le fait qu'un certain nombre de seniors ne se déplacent pas ou ne se déplacent que quand ils ont des conditions optimales de sécurité. Donc ça veut dire que la société s'est accoutumée à ce que les seniors, à ce que la ville ne soit pas faite pour les seniors. Et donc les questions, elles sont un peu en amont. Elles sont, y compris aussi de l'autre côté, dont vous parliez tout à l'heure, des automobilistes qui sont contraints de prendre une automobile. On admet que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient forcés de prendre une automobile. Donc le fait ça pose aussi la question de l'accessibilité du territoire par les transports en commun. Un certain nombre de gens ont pris l'habitude d'utiliser la voiture et de ne plus utiliser les transports en commun. Il y a aussi le vélo, qui est un mode de déplacement dans les pays dans lesquels il est un mode de déplacement réel, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark. Les seniors se déplacent beaucoup à vélo parce que la ville est faite pour elles, et donc ça leur donne une possibilité de se déplacer qu'en France on n'a pas, parce que le vélo n'est pas encore reconnu comme un vrai mode de déplacement. Donc je pense que les problèmes de mobilité, la résolution des problèmes de mobilité pour les seniors, elle ne passe pas en interne à la route, elle passe à l'extérieur, c'est-à-dire en l'amélioration des autres modes de transport. Et aussi, sur une réflexion, vous parliez à l'instant des seniors qui se font klaxonner et qui font des imprudences. Ça veut dire aussi quand même qu'il y a là une question d'éducation des autres conducteurs, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait, et c'est pas uniquement pour les seniors, d'accepter qu'il y ait dans la ville des gens qui n'ont pas
qui ne sont pas complètement adaptés à l'automobile. Il y a une époque où on disait qu'il fallait adapter la ville à l'automobile. On a un peu adapté les réflexes des automobilistes à l'automobile, à la prééminence de l'automobile. Vous voulez réagir? Non, ce serait plutôt une question. Bonjour à tous déjà. Quels enseignements on pourrait tirer de l'exemple japonais où les constructeurs automobiles développent des véhicules spécifiquement pour les seniors? Monsieur Prévention routière, vous avez une on idée a déjà interrogé les seniors, justement, les personnes concernées. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément preneuses de véhicules spécifiques. Elles veulent avoir accès aux véhicules de Monsieur Tout-le-Monde. Ils veulent pas forcément être différenciés des autres publics. Donc autant faire que les véhicules basiques de Monsieur Tout-le-monde soient accessibles pour les personnes âgées. Voilà. Après, je ne sais pas si ces modèles se vendent bien au Japon. Voilà. Après, le Japon, c'est quand même un pays vraiment différent, avec une population beaucoup plus âgée, où l'enjeu de sécurité routière pour les seniors concerne surtout les déplacements à pied. Moi, je voulais reparler Docteur des moyens de mobilité alternative. Vous avez parlé du vélo. Alors, en termes d'accidentologie, les personnes âgées sont quand même très, très en péril. Quand elles sont en vélo, elles ont aussi beaucoup d'accidents comme les piétons. Il y a d'autres moyens de mobilité alternatifs que nous présentons aux personnes âgées, mais qui vont soulever d'autres problèmes. Ce sont tous les scooters pour personnes à mobilité réduite. Vous en voyez peut-être quelquefois sur les routes. Donc, c'est des petits véhicules qui fonctionnent avec des batteries électriques, qui peuvent avoir 4 roues ou 3 roues. En Angleterre, il y en a à peu près 300 000 sur les routes. En France, il y en a environ 3 000. Et donc, nous les présentons à certains de nos patients, en particulier les gens qui ont des problèmes locomoteurs, qui ne peuvent pas se déplacer à pied sur des grandes distances. Le premier patient à qui j'en avais parlé, c'était un monsieur qui pouvait marcher 100 mètres, mais son grand plaisir était d'aller au cinéma, et le cinéma était à 200 mètres de chez lui. Donc, je lui avais présenté ce petit véhicule. Les gens, au départ, trouvent ça très stigmatisant. Dans leur esprit, c'est réservé aux handicapés. Donc, on leur explique que pas du tout, qu'ils peuvent en acquérir un, que ça coûte le prix d'un vélo électrique. Mais ça pose d'autres soucis parce qu'avec ça, ils vont rouler sur le trottoir. Donc, la vitesse est limitée à 5 km/h, mais ils peuvent aussi mettre en danger les piétons sur le trottoir, de même que les personnes qui sont en roller ou les enfants en vélo, etc. Donc, il y a des moyens de mobilité alternative, mais il faut savoir que ces moyens-là doivent être partagés avec les autres usagers et qu'il faut ne pas mettre les personnes âgées en péril, mais ne pas mettre non plus les autres usagers en péril également. Stéphane Laniel de la FIEV. Je voulais savoir si vous travaillez avec les développeurs de GPS. Parce que lorsqu'on voit des petits tom-toms, ils sont vraiment pas très grands, donc la visibilité n'est pas forcément très bonne pour les personnes âgées. Donc, est-ce que vous travaillez avec eux pour une meilleure identification des besoins ? Alors, il y a des centres d'expertise, il y a un centre d'expertise national qui travaille sur tout ce qui est numérique, etc., et qui teste. On nous demande en fait de tester les systèmes qui sont développés. Mais effectivement, on les teste surtout pour les piétons. La Fédération des motards en colère s'occupe aussi des seniors. Je vous passe le micro. C'est vrai que nous avons beaucoup d'usagers qui prennent de l'âge, mais pour eux, ça va, ils roulent sans problème. Non, je voulais plutôt revenir sur ce que disait Christophe Ramon, sur le stress provoqué par la pression des automobilistes, enfin des usagers sur les personnes âgées. Et il nous vient une réflexion souvent à la Fédération des motards en colère, qu'on ait des discours de sécurité routière un peu plus bienveillants, qui remettent un peu plus les gens en empathie les uns envers les autres, alors qu'on a tendance parfois à catégoriser et surtout à insister énormément sur les discours fortement fondés sur le respect des règles. Alors le respect des règles, on ne le remet pas en cause, c'est la base, c'est fondamental, mais ne pas s'en tenir qu'à cela. Parce que si vous dites moi je respecte les règles, vous êtes déjà prêt à vous dire que c'est les autres qui ne les respectent pas et que donc c'est à eux de faire attention et pas à vous, quoi. Et nous, on aimerait bien un partage de la route réel où les gens ils soient un peu plus sympathiques et un peu plus bienveillants les uns à l'égard des autres. On va être d'accord pour une amélioration du genre humain. On est tous d'accord. On va créer un grand mouvement dans le sillage de la Fédération des motards en colère, au-delà de la signalisation routière, mais pour un meilleur comportement de tous et de chacun.